Imaginez-vous avoir une otite, une sinusite et une rage de dents tout ça en même temps. Ça fait mal, hein, quand même, tout ça. Et c'est quelque chose que je vis depuis presque 6 ans, je dirais. C'est mon histoire et je pense que pour les 1 an du podcast, on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On parle là où ça fait mal. C'est le podcast qui permet de parler des sujets tabous et peu compris de la société. C'est Myriam et comme vous l'aurez compris, on va parler de moi, de mon histoire. Hein. C'est bizarre. Ça fait plusieurs épisodes que je parle des autres, mais là je vais parler de moi. Pourquoi j'ai décidé de parler de moi? Parce que, comme je disais, c'était les 1 an du podcast et je pense qu'il faut comprendre pourquoi j'ai lancé ce podcast-là. Parce que ça découle de mon histoire personnelle indirectement. Je tenais à vous remercier d'être autant nombreux à m'écouter au Canada, en France, en Belgique. Il y a même une personne qui m'écoute aux États-Unis. Genre, what the fuck, on est où là? Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous. Continuez à partager l'épisode et puis likez, mettez des petits commentaires sur Apple Podcast puis Spotify parce que ça fait vraiment plaisir et je vais continuer à travailler pour vous et les prochains épisodes qui vont arriver, ils seront filmés. Celui-là devait être filmé, mais bon, il y a eu des petits soucis techniques, mais vous inquiétez pas, les prochains, ils vont être filmés. Mon histoire commence vraiment particulièrement. Déjà, il faut savoir que je suis atteinte d'algie vasculaire de la face. En fait, c'est comme je disais, c'est une otite, une sinusite et une rage de dents en même temps. C'est une douleur qui peut être comparée à accoucher sans péridurale ou encore être brûlé vif. C'est vraiment l'une des pires douleurs qui existent au monde. T'as l'impression, en fait, que on te met un pieu derrière l'œil et en même temps, on t'arrache ton œil, on te met un tournevis et on t'arrache comme ça la moitié de ton visage parce que t'as mal dans juste une moitié de ton visage, hein. Sinon, ce serait pas drôle quand même. C'est vraiment une douleur qui est handicapante parce que quand t'as une crise, donc c'est les moments où t'as mal, en fait, t'es paralysé, entre guillemets, parce que t'es concentré sur ta crise. Puis en fait, t'entends plus rien autour parce que t'es sur ta crise vraiment. Et quand les gens, ils voient autour, ils ont jamais été habitués à avoir une crise d'AVF et ils comprennent pas, enfin, qu'est-ce qui t'arrive, ils te disent tu veux de l'eau, des trucs comme ça, enfin, toi, t'entends pas parce que t'es dans ta crise, tu vois. Mais ce truc-là, ça m'est arrivé d'une manière assez particulière. C'était quand j'étais en première, en fait. Puis, à la base, un jour, j'étais en classe. Et d'un coup, en fait, je voyais un petit peu le tableau flou. Et je me suis dit, oh là là, je suis vraiment fatiguée cette semaine. Faudrait que je me repose. Ça a continué. Je vois de plus en plus flou, pardon. Un moment, à même plus pouvoir distinguer, c'était les lettres, les chiffres, le tableau vraiment. Et après, la lumière m'insupportait. Il s'est avéré qu'en fait, je suis allée à l'hôpital et on m'a diagnostiqué une uvéite. Alors, c'est être photophobique à la lumière. Donc, ça veut dire que mes yeux, ils sont pas capables de supporter aucune sorte de faisceau lumineux, aussi minime soit-il. Vous allez me dire, mais Myriam, c'est quoi le rapport entre ta maladie et l'UVI? Attendez, je viens parce que c'est vraiment un truc qui a un lien. Parce que c'est à partir de là un peu, ça s'est déclenché, c'est un petit peu compliqué le déclenchement de cette maladie. Puis après, j'ai été traitée de ça, mais bon, je suis allée un petit moment en dépression parce que je devais vivre dans le noir pendant j'ai vécu dans le noir 2, 3 semaines, donc en fait, j'avais peu de contact avec les autres, c'était juste ma famille, mais je pouvais pas utiliser mon téléphone et tout parce que la lumière m'insupportait, c'était carrément atroce pour mes yeux de voir les faisceaux lumineux. Mais bon, j'ai été guérie, on a refait des tests au CHU et tout allait bien, je suis retournée à l'école, pas de problème. C'est juste que maintenant, j'ai développé une certaine photo sensibilité à la lumière, donc faut que je porte des lunettes de soleil, sinon en fait, mes yeux sont rouges, les gens croient que je fume du crack. Non, c'est juste que maintenant je suis pas capable de supporter trop de lumière en fait, sinon ça me fait mal. Enfin, mes yeux ils deviennent irrités, rouges, mais ça me fait pas mal en tant que tel. Et puis bon, ça a continué, je suis retournée à l'école, peut-être 1 semaine, 2 semaines après, ça a recommencé. Je suis retournée à l'hôpital, au CHU, et on m'a dit en fait, en gros, pourquoi je suis revenue là, il y a d'autres médecins de pas leur faire chier quoi. Donc j'ai dit ok, je suis partie et je suis allée chercher un ophtalmologue en catastrophe. J'en ai trouvé un, il m'a traité et je venais chaque semaine en fait pour qu'il fasse un contrôle. Et au fil des semaines, je me suis rendu compte que j'avais plus mal à l'œil. Parce que quand tu as une UVI, tu as mal à l'œil parce que en fait, quand la lumière rentre, ça pique tes yeux.
Mais là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était une douleur complètement différente. Donc, j'ai essayé de comprendre c'était quel type de douleur. Et j'analysais. Et je trouvais que c'était pas du tout la même douleur. Et j'avais vraiment mal derrière l'œil. Et c'était, j'ai pas, je sentais pas que c'était l'uvite en fait, parce que j'ai de la lumière ou pas, j'avais ces douleurs atroces. Et puis ça a continué, ça a continué. Et un jour, j'ai dit à mon ophtalmologue, en fait, ouais, enfin, je comprends pas, j'ai pas l'impression que c'est l'uvite, en fait, parce que j'ai plus mal à l'œil et j'ai mal derrière l'œil. Mec, le mec qui m'a, non mais, le mec qui m'a regardé, il m'a dit, en fait, c'est complètement impossible ton truc. En mode, je suis en train d'inventer que j'ai mal derrière l'œil, ça n'existe pas. Alors, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, OK. Je vous mens pas qu'à ce moment-là, ça, j'étais vraiment énervée parce que je savais que j'avais pas mal à l'œil, derrière l'œil, mais en fait, si un médecin te croit même pas, qui va te croire? Donc, pendant de nombreuses semaines encore, j'ai rien dit à personne et puis j'ai commencé un peu à me renfermer sur moi-même, à m'isoler et puis à m'énerver sur les gens un petit peu pour rien, quoi, parce que des gens ils me disaient oui, mets tes lunettes et tout, alors que je savais que ça avait aucun impact sur mes douleurs, mais enfin, alors là, je mens pas, je suis désolée pour tous les gens qui m'ont côtoyé ces périodes-là, ça, j'ai envoyé beaucoup de gens chier parce que ça m'énervait, quoi. J'avais mal, les gens ne me comprenaient pas. Et moi-même, j'avais pas envie de dire aux gens que c'est pas le même type de maladie que j'avais. Enfin, je sentais que c'était pas la même chose. Je savais pas que c'était un autre type de maladie, mais je sentais que la douleur, c'était pas pareil. Puis ça a continué, ça a continué. Et un jour, j'ai dit ça à ma maman. De nombreuses semaines après, et elle m'a dit, bon, donc on va changer carrément d'ophtalmologue, en fait. Elle m'a cru, en fait, on allait changer. Donc, elle a fait un petit peu du passe-passe. On allait voir un autre ophtalmologue qu'elle connaissait un petit peu. Et elle lui a dit juste, au moins, regarde si c'est toujours l'uvéite ou c'est quelque chose d'autre. J'ai eu un rendez-vous avec l'ophtalmologue. Puis, il m'a examiné, je lui ai un petit peu raconté l'histoire de ma maladie, ce qui s'est passé avant, ce que je ressens maintenant. Et le gars, littéralement, il m'a regardé, il a fait une pause, puis il m'a dit, clairement, je sais vraiment pas ce que t'as, mais tu devrais vraiment partir en France. Tout de suite, j'ai dit OK, donc j'ai plus l'uvéite. Il m'a dit non, c'est sûr que tu as eu l'uvéite parce qu'on voit qu'il y a des traces que voilà, ton œil a été touché par ça, mais là, tu es complètement guéri de l'uvéite. Alors moi, avec ma maman, on est parti. Puis ma maman, elle a pas réfléchi en fait. Tout de suite, elle a dit bon ben let's go, on prend un billet, on part en France une semaine quoi. Donc, on est monté sur Paris et on a pris des rendez-vous avec 3 ophtalmologues, mais des gens réputés, hein. C'est au moins 100 € le rendez-vous, hein. C'était pas de la blague, hein. C'était des gens hors forfait, hors convention, un truc comme ça, là. Et le premier, je suis allée. Non, non, non. Avant ça, il faut vraiment qu'on parle de comment est-ce que je suis arrivée. Donc, je suis arrivée sur Paris et les douleurs devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus insupportables et de plus en plus handicapantes, tellement que je me retrouvais en fait à être à terre, comme un bébé dans la salle de bain en train de pleurer parce que, ben, ça me faisait mal, je me frappais la tête, mais genre vraiment frappais la tête, si les gens ils me voyaient, je pense qu'ils pensent qu'ils m'auraient pris pour une dingue en fait, une dingo, quelqu'un qui sort de l'asile, mais en fait, c'est juste que, j'essayais de je me disais qu'en me frappant, ça me faisait moins mal. Ouais, donc du coup, en fait, je me frappais la tête vraiment et comme une dingo, en fait, c'était une manière d'apaiser ma douleur. J'étais agitée, en fait. Quand j'ai mes crises, en tout cas, faut pas me parler, faut pas me toucher, faut me foutre la paix parce que les gens, en fait, à ce moment-là, ça, ils étaient un peu inutiles pour moi parce qu'ils me disaient prends un Doliprane, teste ci, teste ça, fais de la sophrologie, plein de trucs, plein de conneries, en fait. Et je savais que rien de tout ça fonctionnait. J'ai pris des Doliprane, j'ai pris plein de trucs comme ça, mais à un moment, tu as déjà testé. 10, 15, 20 personnes viennent te redire la même chose. À un moment, tu les envoies bouler, quoi. C'était super déprimant pour mon moral parce que je savais pas ce que j'avais. Les gens, ils pensaient que j'avais encore l'uvéite. Ou les gens, ils pensaient que juste j'avais des petites migraines, en fait, alors que ça n'a aucune sorte de rapport. Mais aucune sorte de rapport. Ça a continué, ça a continué. Donc, un jour, je suis arrivée sur Paris et on avait pris des rendez-vous, c'était dans la semaine. Et un jour, j'ai tellement eu mal que je pense que je suis restée
2 heures dans la salle de bain en train de souffrir le martyr, d'avoir des nausées. Parce que moi, mes symptômes, c'est que j'ai mal derrière l'œil, j'ai mal dans toute la moitié de la face, ça m'arrache carrément. J'ai des nausées infernales, genre j'ai envie de vomir, mais rien ne sort. J'ai une ptopsie, c'est-à-dire que mon œil, il tombe tout seul. Mes yeux sont larmoyants. Mon œil est larmoyant, du coup, mon œil droit, parce que c'est ma face droite qui me fait mal. Mon nez coule, ma narine droite seulement. Et j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis je suis restée 2 heures comme ça à souffrir. C'était infernal. Donc, comme je le disais, je suis restée 2 heures à souffrir comme ça le mardi. Et j'étais vraiment plus capable que j'ai dit, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime aller chez le médecin ou à l'urgence. Et j'ai réveillé ma maman, je lui ai dit, moi là, ce soir-là, là, tout de suite, je vais aller aux urgences parce que ça va pas. Ça va vraiment pas. Je pourrais pas tenir. Je ne peux plus. J'en ai marre. Et puis, maman m'a dit, t'es vraiment sûre, machin. En fait, il reste encore, parce que le rendez-vous c'était le lendemain, je crois qu'il était à peu près 2 heures du matin. Elle me dit, oui, t'es sûre, parce qu'on peut attendre demain encore le rendez-vous à 8 heures. Donc, enfin, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir aller aux urgences? J'ai dit, laisse tomber. Je me suis énervée, je suis partie de la salle de bain parce qu'en fait, ça m'a énervée parce que j'en avais vraiment marre. Je voulais juste aller aux urgences, qu'ils me foutent quelque chose, n'importe quoi, j'en sais rien, de la drogue, qui me pique, qui me bute, j'en sais rien. Mais j'en avais marre, quoi. J'en avais vraiment marre parce que c'était, on va dire, la crise de trop. Donc, c'était vraiment la crise de trop. Et puis, finalement, j'ai réussi à revenir. Je suis allée me rendormir peut-être 2, 3 heures. Et puis, j'attendais le rendez-vous avec impatience. Et je suis arrivée chez le docteur, il s'appelle docteur Mimoun en France, un ophtalmologue réputé. Le mec, watch, c'est au moins, je crois, 150 € on a payé. Hein. Et la mutuelle a pris sa part, la sécu aussi. Donc, imaginez le prix de l'affaire. Et le mec, il m'a fait faire pendant 2 heures des examens, mais des trucs que j'avais jamais fait. J'avais déjà fait les trucs basiques, fond d'œil, on regarde, on vérifie ma vision, on fait tous les examens que tu vois classiques chez l'ophtalmologue et on m'a fait d'autres trucs. J'ai l'impression qu'on m'a fait un scanner ou une sorte de radio de l'œil. Je peux pas te dire, mais le gars, il m'a fait tellement d'examens. Je dis, mais what the fuck, genre, ce qu'il va me disséquer l'œil aussi parce que j'ai jamais compris ça, tu vois. Mais enfin bon, donc on a attendu après patiemment encore 2 heures les résultats. Puis le mec, il m'a fait un gros dossier. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On a regardé, en gros, le gars nous a dit, bon, j'ai rien, enfin, qui trouve que j'ai rien et que c'est sûr qu'il y a eu le VIH, mais que là, il sait pas ce que j'ai, quoi. Donc, d'aller voir un autre médecin ou d'aller voir un autre médecin. Donc, le lendemain, j'avais rendez-vous avec une autre docteure. Mais c'était une docteure cette fois. Et la neurologue, en fait, je suis arrivée et tout, elle s'appelle Nawel. Parce que moi, je retiens le nom des gens parce que, c'est des pépites de la vie. Ouais, mon cœur bat quand j'entends leur nom là. Ça me fait vraiment du bien. Et je suis arrivée chez la dame, puis je l'explique ma situation, machin, je m'assieds. Elle commençait à m'examiner un petit truc, les trucs de base, tu vois, prendre l'attention dans l'œil et tout. Puis je lui ai dit, oui, voilà, j'ai mal derrière l'œil, mon œil est rouge, ça tombe. Mon nez coule d'un seul côté et tout. La dame, elle a arrêté de m'ausculter direct. Elle m'a regardé. La dame m'a dit clairement, c'est pas de mes compétences, en fait. Ça, c'est pas de l'ophtalmologie, c'est carrément du domaine de la neurologie. Alors, il m'a dit, je t'invite à aller voir Larry Boisière, le docteur Caroline Rose, de prendre un rendez-vous avec elle, machin, que elle pourra mieux t'aider, mais que vraiment ce que j'ai, c'est hors de la fonction ophtalmologique, quoi. Donc, bon, j'étais contente un petit peu. Au moins, je sais que j'avais plus de VIH. Au moins, je sais que c'était un autre truc et que je pouvais potentiellement être traitée. Donc, j'ai appelé la dame. On était en août. On m'a dit, oui, pas de problème, vous pouvez avoir un rendez-vous en janvier. 6 mois après, j'ai dit, mais je suis là pour une semaine sur Paris, donc c'est comment? Et ils m'ont dit, ouais, mais c'est que janvier en fait. Et j'ai dit, mais il est hors de question que je reste avec cette douleur infernale. Je ne pourrais pas. Alors là, c'est sûr que je vais me suicider. Je ne rigolais pas, vraiment. J'en avais vraiment marre. Je ne voulais pas vivre encore avec cette douleur. Puis ils m'ont dit d'aller au CUC. Donc, le CUC, c'est le centre d'urgence céphalée. C'est comme des urgences, mais c'est spécialisé dans les céphalées et pour tous les problèmes neurologiques. Donc, je suis allée à la Riboisière dans le CUC. Tout de suite, je suis arrivée, j'expliquais à l'accueil mon cas. Pas de chichi, pas de magie, pas de jugement. Voilà, donnez-moi votre carte vitale, patati. On m'a transféré direct aux urgences.
On m'a donné, m'a fait les constantes, les trucs basiques que les infirmières font quand t'as aux urgences, là. Et après, on m'a pris mon bras et on m'a mis un truc dedans, un sérum, je sais pas trop quoi. Et en fait, tout le temps, pendant les 2, 3 dernières semaines avant que je vienne en France, j'avais des douleurs de fond. Alors, des douleurs de fond, c'est en fait que tu ressens un petit mal tout le temps. C'est comme si ton cœur bat, mais en fait, dans la moitié de ta tête, c'est vraiment chiant, c'est vraiment agaçant. Ça arrive à peu près à 5, 6, dépendant des gens. Mais c'est vraiment agaçant parce qu'en fait, tout le temps, c'est là, tu penses à ça. Des fois, ça t'empêche de réfléchir, de travailler parce que la douleur est là, elle persiste et elle signe, quoi. C'est vraiment lourd et tout. Donc j'avais ces douleurs de fond là. Et quand ils m'ont mis le sérum, je sais pas trop c'est quoi qu'ils m'ont mis dans le bras, je vais pas mentir qu'au bout de 10, 15 minutes à peu près, j'ai plus eu de douleur de fond. Mais en 4 mois, j'avais à peu près, d'après la maladie, 4, 5 mois à peu près. C'était la première fois en 4, 5 mois que je me sentais super bien. J'ai rigolé avec ma maman, j'étais pas énervée contre personne. Dans les urgences, je regardais les gens, je trouvais le monde tellement beau. J'ai l'impression que j'étais défoncée. Alors que pas du tout. Non, mais je sais pas, je trouvais la vie belle. Même les murs, je regardais ça, j'étais là en mode waouh! Mais c'est incroyable, les murs étaient moches, hein. Mais j'étais tellement contente que j'ai plus cette douleur de fond qu'en fait je trouvais tellement tout beau. C'est n'importe quoi, hein. Quand tu t'es plus malade, qu'est-ce que ça te fait? J'étais toujours malade, hein. Bon. Et après, je suis allée voir une neurologue. Bon, je sais plus son nom là, c'était une russe. Et je lui ai expliqué à la dame un petit peu c'était quoi. La dame a dit, je sais peut-être ce que t'as, mais on va te faire des examens. Enfin, elle m'a dit quel examen t'as fait. Je l'ai dit prise de sang, on m'a même fait cracher d'un pot, j'ai fait scanner, j'ai fait IRM, j'avais même fait des radios. Enfin, j'ai fait tous les examens possibles qui existent. La dame m'a dit, est-ce que t'as déjà fait un scanner avec injection? Je lui ai dit non, ça jamais. Elle m'a dit ok, ben il me manque juste cet examen-là, ça. On va le faire et s'il y a rien, je sais qu'est-ce que t'as. J'ai dit ok, pas de problème. Fait que j'ai attendu 1 heure, 2 heures à peu près encore. Et ils sont venus me chercher pour le scanner. Le scanner, c'était n'importe quoi. J'ai l'impression que la dame était stressée dans le truc, mais bref. Alors, le scanner avec injection, c'est juste que tu fais un scanner normal et qu'on t'injecte un liquide. Le mien, c'était orange, ben, dans tes veines, quoi. Et pour tester le tuyau, la dame, elle m'a envoyé de l'air. Mais la sensation est tellement bizarre dans ton corps. Oh là là, franchement, c'est pas un truc que j'aime. Je pourrais pas vous décrire, mais c'est vraiment un truc. C'est dégueulasse, quoi. La sensation dans ton corps, c'est dégueulasse. Et puis elle m'a dit, ok, ça passe, c'est correct, parfait. Et elle m'a dit, ok, je t'envoie le produit. Il se peut que ce soit un petit peu chaud, je crois, un truc comme ça, elle m'a dit. Mais voilà. La dame racontait quoi? Le produit n'était même pas chaud. Le produit il rentrait froid. Après qu'il rentre dans mon corps, il a chauffé d'un coup. Et j'ai ressenti plein de choses dans mon corps. Mais j'étais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce poison qu'on est en train de me foutre dans le corps? Parce que ça n'a aucun sens, ce truc. Mais bon, à un moment même, l'intraveineuse, je crois que ça s'appelle, ça a pété parce que la dame, elle m'a mis ça, donc le sang giclait. Mais la dame continue son affaire. Et moi, je reste droite parce que la dame a dit, faut protéger. Et mais je reste droite, mais je ressens tous ces trucs dans mon corps. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je fous là? J'ai remis l'existence de ma vie en question 2 minutes. Mais bon, après ça a été, la dame est venue, elle me dit, oh mon Dieu, excusez-moi, madame, et tout, parce qu'il y a plein de sang partout, même sur mon nez, j'étais n'importe quoi. Excusez-moi, et tout, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu, machin. J'ai dit, oui, pas de problème, parce que moi, je m'en foutais un petit peu. Il y avait plus les sensations bizarres dans mon corps. Et si le scanner était bon, ben, j'allais savoir qu'est-ce que j'ai. Donc, je m'en foutais un petit peu qu'il y a du sang qui est partout, là, mais bon. Donc, ça a été, et puis j'ai attendu encore peut-être 3 heures à peu près encore pour le résultat du scanner. Et après, j'étais voir la neurologue et tout qui m'avait reçu. Et elle m'a dit, ok, c'est bon, je sais ce que t'as. Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre 2 petites minutes pour t'abonner dans le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Donc, elle m'a dit, vas-y, redécris-moi les signes que t'as. Donc, je lui ai dit que, voilà, j'ai mal d'un seul côté du visage, j'ai mal derrière l'œil, mes yeux, ils tombent, ben, mon œil tombe, mon œil est larmoyant. Et la dame a continué les symptômes avec moi. Écoulement nasal, non, non, non. Je regarde la dame me regarde. Elle me dit, attends, tiens, j'ai un papier pour toi. Elle m'a donné un papier. Elle m'a dit, lis le papier, et si
tout ce qui est là, tu m'as dit ce qui est écrit sur le papier, est-ce que c'est exactement tes symptômes? J'ai dit OK. Je commençais à lire le papier, ça faisait une page et une page et un tiers. Je lis le papier, je lis le papier, je lis le papier. Plus je lis le papier, plus je souris parce que j'ai l'impression que la dame est en train de me décrire moi. C'est comme si elle a vécu avec moi les 4 derniers mois. Elle était en train de me décrire. Je dis, mais what the fuck, genre? Et à la fin, en fait, ils expliquaient que c'était quoi la maladie, c'était quoi le nom de la maladie. Et la dame a dit, voilà, t'as l'algie vasculaire de la face. C'est en fait une maladie neurologique, c'est rare, on sait pas quelle est l'origine, on sait juste que c'est le nerf du trijument, donc c'est un nerf qui est derrière ton... Bref, regardez sur Internet, hein, moi je sais pas trop expliquer ça fait. Mais en gros, c'est ça qui fait mal, enfin pas c'est ça qui fait mal, mais qui a un petit souci avec ça en gros, et qu'après, tous les symptômes que t'as, c'est ça. Et elle m'a dit, il n'y a pas de médicament pour traiter ça en mode ça s'arrête net, mais en fait, il y a des choses pendant les crises que tu peux utiliser. J'ai dit, OK, super, donc j'écoute. En fait, elle m'a donné un traitement de fond, c'est pour diminuer, espacer les crises, mais ça n'empêche pas que tu aies des crises quand même, en fait. Donc, elle m'a donné du Verapamil, 120 mg, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça, c'était un truc à prendre 2 fois, 3 fois par jour pendant les repas et tout, parce que c'est un truc qui arrache l'estomac, ce qui paraît. Donc, elle m'a donné ça, un traitement de fond. Et lors de mes crises, elle m'a donné 2 trucs. Elle m'a dit, soit tu prends l'Imigec, c'est une piqûre en fait qui est utilisée pour d'autres types de maladies. Ben, je vous invite à aller regarder sur Internet. En fait, tu te piques la cuisse. Ben, moi, vu que j'ai mal du côté droit, je dois me piquer la cuisse droite pour tout de suite ben, arrêter la crise. Ou en fait, j'avais un autre truc, ça s'appelle le spray nasal. J'oublie son nom exactement, mais en fait, le spray nasal, je pouvais l'utiliser une seule fois par jour et dans ma narine. Et en fait, punaise, et ça arrache la vie. Hein. Aïe, de toute façon, on va parler de ça tout à l'heure. Mais ça arrache la vie, ça arrache la vie. C'est un truc, c'est dégueulasse, mais Seigneur Jésus, c'est n'importe quoi. Donc, elle m'a dit, voilà, c'est ça, et que on va refaire un contrôle en octobre. C'était ouais, pendant les vacances de la Toussaint, donc en octobre à peu près. J'ai dit, OK. Donc, moi, je pars, contente, vraiment, OK, j'ai telle maladie, super, enfin. Ah, ça fait du bien, je me sens tellement bien, je vous mens pas. J'ai souri pendant 3 jours. Même les gens qui me regardaient comme des balles ou sans sauce, moi j'ai souri parce que voilà, je m'en fous. Je sais qu'est-ce que j'ai. Bon, ça se guérit pas, mais au moins je sais que si j'ai mal, je peux utiliser mes piqûres, des trucs comme ça. Donc bon, la vie est belle. Et puis vient le moment où je retourne à l'école et tout. Mais il fallait que je trouve un peu un neurologue. Comment dirais-je? Qui connaît la maladie, parce que c'est pas tous les neurologues qui connaissent la maladie en fait, parce que c'est, comme je dis, une maladie super rare. Et je n'avais pas trouvé un au début, je crois. Non, je n'avais pas trouvé un. Et puis, je suis retournée à l'école, j'avais les trucs de crise, j'expliquais au professeur, mon médecin traitant fait des mots, des choses comme ça, les gens toujours de la stigmatisation. Il me disait, ouais, c'est des migraines. Une infirmière m'a même dit, ah, mais c'est normal, t'as mal, tu prends les médicaments, c'est même pas au moment que tu manges, patati. Enfin, plein de trucs, mais des conneries de la première génération. Les gens, ils connaissent rien, ils connaissent pas ta maladie, et ils te stigmatisent, ils racontent des conneries, ils s'intéressent pas à toi, ils vont même pas prendre, tu vas sur Internet, tu tapes algie vasculaire de la face, t'as les détails, mais toi, tu viens me raconter c'est une migraine. Mais madame, si une neurologue de Lariboisière, c'est un hôpital très réputé, m'a dit ce que je sais pas toi qui est infirmière scolaire, qui va me dire, c'est des migraines, madame. Quand même, arrêtez conneries, hein. Nous, en 2024, on n'a pas le temps pour les conneries maintenant. Non, mais sérieusement, c'est des choses qui m'ont beaucoup énervé parce que ça m'a fait un peu ben, être en confrontation avec les gens, en fait. Beaucoup en confrontation avec les gens parce que, surtout les gens qui ne me comprenaient pas, parce que, en fait, je leur disais ce que j'avais, le médecin leur a écrit un mot, la Riboisière même avait fait ils m'ont fait un mot, un truc comme ça, en fait, pour un peu expliquer rapidement. Mais, en fait, ils prenaient pas ça en compte. Pour eux, c'était rien du tout, c'était des broutillades, quoi. Donc, vraiment, les gens qui me racontaient des conneries, moi, je provoquais, j'envoyais bouler, franchement, j'étais pas capable de supporter, quoi. Puis ça a été, mais je ratais quand même beaucoup de jours d'école parce que moi, j'avais 5 crises par jour. Et moi, mes crises font à peu près 1 heure.
enfin, sans prendre la piqûre. Mais en fait, après une crise, tu es fatigué, ton corps doit dormir. En tout cas, moi, il faut que je dorme au minimum 2 heures parce que je suis morte. Maintenant, j'essaye de me retenir, de pas dormir et tout. C'est pas bon. Mais avant, j'étais pas capable d'essayer de me contenir de dormir après. Et surtout, quand tu prends la piqûre, c'est là que tu dors 3 heures. Tu dors à cause de ta crise, mais à cause de la piqûre, parce que tout ça aussi, ça te fatigue énormément. Et j'en avais 5 par jour, sachant que j'en avais 2 dans la nuit. Ben, j'étais cassée, mais le lendemain matin, ben, j'allais à l'école pareil. Surtout que j'étais en appartement seul, je conduisais. J'allais à l'école quand même. Je me levais 6 heures pour aller à l'école à 7 heures. C'était super difficile parce qu'en fait, pendant les cours, je dormais et puis beaucoup de profs m'engueulaient, mais euh, c'était pas une volonté de dormir parce qu'ils m'emmerdaient. C'était juste que j'arrivais pas à dormir, j'étais morte parce que j'avais fait 2 crises dans la nuit. J'ai dormi 2, 3 heures. C'est pas une vie de dormir 2, 3 heures. Plus mes 2 autres crises qui m'attendent, mes 3 autres crises, pardon, qui m'attendent dans la journée, voilà quoi, c'est chaud. Et en plus de ça, je pouvais pas utiliser. J'ai dit que j'avais des piqûres, mais je peux utiliser que 2 piqûres par jour maximum. Mais moi, j'avais 5 crises. Donc, il faut bien réfléchir à quel moment tu utilises tes piqûres. En fait, tu peux pas l'utiliser pour une petite crise qui va durer, je sais pas moi, 30 minutes ou que l'intensité, je sais pas moi, à 7 et tout. Tu vas l'utiliser pour une crise, même si elle fait 10 minutes, mais l'intensité à 10, t'es pas capable en fait. Donc, il faut vraiment sélectionner le moment où tu utilises tes piqûres. Donc, ce qui fait le soir, j'utilisais pas. Mais le matin, surtout quand j'étais dehors d'être comme ça, j'utilisais quoi. Mais après, j'étais KO, 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 KO. Donc, ce bordel-là a duré 2 mois, donc septembre, octobre. Et fin octobre, à peu près, je suis repartie. En France, j'ai fait un contrôle, j'ai réexpliqué à la dame et tout. Et la dame a dit que ok, en fait, il y a aussi une autre solution, vu que j'ai les 5 crises, qu'on peut me donner de l'oxygène. Donc, je ne peux pas vous dire comment l'oxygène calme les douleurs, mais ça, c'est illimité. Tu as 46 crises, tu peux utiliser 46 fois l'oxygène. Il n'y a aucun effet secondaire, aucune conséquence derrière. C'est juste que tu dois utiliser 15 minutes maximum. Et après, le débit varie en fonction de l'intensité de tes crises et tout. Donc, moi, la dame a dit parfait, donc je te donne un truc d'oxygène, tu vas t'organiser. En fait, ton médecin, il va demander pour toi l'oxygène en Guadeloupe, mais ils m'ont fait la prescription parce que c'est le neurologue qui doit faire la prescription pour pas que tu payes. Fait que moi, je suis retournée, le médecin fait la prescription, donc j'avais une grosse bouteille d'oxygène et j'avais 2 petites de transport, donc je sais plus, je crois que c'est 5 litres, ou je sais plus vraiment, mais c'est pas lourd. Et en fait, vu que c'est de l'oxygène, bon, ça peut péter à tout moment, en fait, si tu mets une flamme, quelque chose comme ça à côté. Donc, il fallait faire des démarches spéciales pour l'école. Donc, mon médecin a fait un mot. La Riboisière, ils avaient fait des mots en expliquant que voilà, en fait, c'est mon traitement. Donc, il faut que je l'ai quand je suis à l'école et tout. Et donc, voilà, moi, j'ai donné tout ça au proviseur, un truc comme ça, à la vie scolaire, enfin bref. Et moi, je suis venue avec mes affaires et tout. Le premier jour, ça a été le deuxième jour, la CPE, donc la conseillère principale d'éducation. Elle m'appelle et elle me dit, ouais, enfin, j'étais en classe et elle m'a dit, oui, en fait, une surveillante est venue m'appeler pour m'a dit d'aller voir la dame. J'ai dit, ok, pas de problème. Elle m'a dit, oui, enfin, pourquoi je me balade avec ça? J'ai dit à la dame, ben, en fait, je suis malade, j'ai l'algie vasculaire de la face. Donc, en fait, il faut que j'ai ma bouteille d'oxygène, quoi. Donc, fait, c'est quoi le problème, quoi? Elle m'a dit, oui, mais en fait, c'est trop dangereux, ça peut péter à n'importe quel moment. J'ai dit à la dame, oui, mais en fait, c'est quand c'est près d'une source de flamme ou qu'il y a de la graisse et des flammes à côté. Mais bon, on est dans un lycée, il y a personne qui va fumer dans un lycée. Donc, si ça doit péter dehors. Donc, bon, enfin, je comprends pas le délire et surtout quoi. On n'est plus à l'époque où on utilise du gaz ou du feu dans les lycées, quoi, en physique-chimie. Elle m'a dit non, 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 c'est pas possible, tu peux pas avoir ça et tout, pas trop et tu peux pas prendre ça, quoi. J'ai dit ok. Donc, en fait, le seul médicament qui pouvait me soigner les 3 autres crises, on me l'a refusé complètement à l'école. Donc, ce qui faisait que maintenant, je ne pétais plus mon cul, littéralement, quand j'avais des crises, c'était à midi et 2, et toujours, j'avais pas ma crise en de n'importe quoi et que je finissais à midi. À midi, je me cassais, j'allais chez moi dormir. Je ne restais plus là parce qu'en fait, j'emmène mon médicament, vous me le refusez. C'est sûrement pas sûrement que vous allez compter pour venir à l'école et rester là, que vous me dites, ouais, tu dors dans l'école,
Ouais, patati, ouais, c'est juste des migraines. Oui, t'as pas le droit de l'oxygène. Franchement, c'est sûrement pas moi pour faire chier comme ça, en fait. Genre, non, 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 quoi. Moi, j'étais devenue très, très, très tolérante. Fait que quand il s'agit de ma maladie, tu me dis des trucs, non, 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 je suis pas capable, moi, en fait. Et puis, en fait, là, vous allez vous dire, ouais, mais est-ce que t'es guéri? Non, je suis pas guéri. Parce qu'en fait, c'est pas une maladie qui se guérit, c'est, en fait, tu peux l'avoir une fois dans ta vie et ne plus jamais l'avoir. Comme tu peux l'avoir à chaque saison, je sais pas moi, tous les étés, tu peux l'avoir, ou comme tu peux l'avoir tout le temps. Ça s'appelle chronique. Donc, en fait, tout le temps, t'as la maladie, mais genre 12 mois, 365 jours dans l'année. Ou tu peux l'avoir, je sais pas moi, disons, allez, pendant 10 mois et t'as 2 mois de répit et tu peux le réavoir encore. Mais c'est vraiment, c'est tout le temps, tu l'as en fait. Les mois de répit sont très, 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 très courts. Mais moi, c'est épisodique, ça veut dire que je l'ai une fois par année, mais en fait, j'ai remarqué que c'est par saison. C'est à peu près quand c'est l'automne, ouais, le début de l'automne que j'ai des crises. Donc voilà. Quand je sais que j'ai des crises à ce moment-là, il faut que je me ménage. Il faut que je me repose parce que j'ai remarqué que quand, en fait, je me repose pas assez, ça favorise l'apparition de mes crises et puis je peux pas boire et fumer, même si que je voulais. Bon, ça m'intéresse pas, mais même si que je voulais, je ne pourrais pas parce qu'en fait, boire et fumer favorise l'apparition des crises. Donc, moi, je refuse ça. Et même les gens qui sont à côté de moi, bon, je supporte, mais j'essaye au maximum d'éviter les gens à côté de moi qui fument, quoi, parce que la fumée va de ma gueule et voilà, ça peut réveiller ma crise. Donc, j'essaie d'éviter toutes ces choses-là, ça, au maximum. Je mens pas que maintenant ça va, j'arrive à bien vivre avec ma maladie. Bon, il y a des fois elle me fait chier parce que je me dis waouh, franchement, est-ce que c'était le moment que t'arrives la crise? Mais maintenant j'arrive à mieux vivre avec ma maladie parce que déjà l'intensité des crises a diminué par 2 voire 3. Maintenant en fait je sais qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai des crises et puis j'ai que 2 crises. Si j'ai des crises par jour, c'est que 2 maximum. Et maintenant c'est même pas tout le temps, je peux rester une semaine sans crise et tout. Et comme j'ai déjà remarqué que c'est à peu près à l'automne que mes crises arrivent, donc à ce moment-là, ça, j'essaie de m'aménager, de faire des choses tranquilles. J'ai dit bien, j'essaye, parce que c'est pas dans les cas. Mais non, c'est ça. Parce que, en fait, je trouve cette maladie, c'est empoisonné, mais en même temps, c'est magnifique. C'est dit comme ça, c'est bizarre, effectivement, je sais pas pourquoi. En fait, pourquoi je dis que c'est un empoisonnement? Parce que ça m'a fait dans des moments de dépression. Ça m'a fait un moment penser vraiment à me suicider, en fait, parce que j'étais tellement plus capable de la maladie que à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'existe? Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde entier, quoi? Pourquoi est-ce que ça, moi, que ça arrive, quoi? Genre, une maladie de cette intensité. Voilà, quoi, je souhaite ça à personne parce que juste une journée de crise, en fait, c'est quelque chose, quoi, ça. Moi, je trouve que ça marque ta vie à tout jamais. Puis, vraiment, un moment, j'étais vraiment à terre dans la salle de bain, je me suis dit, mais franchement, non, mais c'est vrai. Oh, non, mais on parle des vraies choses dans le podcast, là. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de me suicider, quoi. Parce que j'étais vraiment plus capable de le maladie. Mais justement, ça m'a montré que j'ai une telle force en moi parce que pour moi maintenant, le fait que j'ai vécu cette maladie, que je la vis encore, pour moi, en fait, rien n'était possible. Et en fait, pour moi, la plus haute douleur, c'est ça. Donc, même si limite tu m'écrases à terre là, avec ta voiture, bon, ça va faire mal, hein. Mais bon, pour moi, c'est rien du tout, quoi. Ça m'a amené à me battre toujours, tous les jours, à être forte mentalement aussi. Parce que sinon, je pense que je serais déjà passée à l'acte, hein. Et justement, c'est pour ça qu'on appelle l'algie vasculaire, surnom AVF slash maladie du suicide, on l'appelle la maladie du suicide parce que il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont cette maladie-là, ça, ils se suicident en fait parce qu'ils sont pas capables de vivre avec ça. Moi, ça va, j'avais 5 crises, mais il y a des gens qui ont 10, 20 crises. Il y a des gens, c'est des deux côtés. Mais en fait, c'est pas une vie, quoi. T'as pas de vie, t'as pas envie de sortir. Si tu sors, tu dois avoir ton hémigèque, donc la piqûre, parce que tu peux pas te balader, en fait, avec ton oxygène, parce que les gens, ils vont encore faire de la stigmatisation. Ouais, ça va exploser. Ouais, on peut pas se balader avec ça et tout. Donc, tu restes cloîtré chez toi, quoi. C'est super difficile. Mais non, je pense que ça a été une super maladie qui est arrivée dans la vie. Parce que l'année où j'ai eu ma maladie, c'est vraiment
la plus belle et la plus triste année de ma vie en même temps. Parce que j'ai vécu des choses horribles avec la maladie, mais en même temps, j'ai vécu tellement de choses dingo. Je me suis pas posé de limite. Je me suis dit, waouh, pendant les quelques heures avant ma prochaine crise, ben, je vis à fond si je voulais aller à la plage, faire telle chose, du saut en parachute. Bon, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Mais en fait, toutes les choses que je voulais faire, je les faisais, je me mettais pas de limite jusqu'à la prochaine crise. C'est vraiment un message formidable. Je dis pas qu'il faut que les gens vivent la vie vasculaire de la face pour se sentir bien, pour se battre et être résilient ou voir la vie d'une autre manière. Mais en fait, il y a des épreuves qui font que tu changes ton regard sur le monde entier. Arrêtez de stigmatiser les gens qui ont des handicaps invisibles parce que clairement c'est un handicap invisible. Quand on me voit, on n'a pas l'impression que j'ai une maladie, mais en fait tout se passe en interne et des fois les maladies qui sont internes sont bien pires que celles qui sont externes. Donc nous sommes en 2024, ouvrez votre cœur, votre âme, et votre esprit et arrêtez les conneries de juger les gens. Et quand les gens vous disent en fait qu'ils ont une maladie, allez sur internet, d'accord, ça prend pas 40 minutes, hein, c'est 2 minutes. Tu cherches. Je vous disais que j'allais vous expliquer justement pourquoi j'ai créé ce podcast-là. À la base, je voulais donner la voix aux gens qu'on oublie, par exemple les timides, les sourds et tout, qui sont un peu mis à côté de la société et qu'on oublie. Et parce que ça a toujours été l'une de mes batailles de faire ça, de mettre les gens qui sont à côté en avant, les oublier en avant. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une certaine manière, pour moi, ça a été aussi une thérapie parce que le fait que j'entende les gens, ils n'ont pas vécu la même chose que moi, mais en fait, qu'on est un petit peu stigmatisé, invisibilisé, ça a été une thérapie pour moi parce que je me disais, waouh, je ne suis pas seule, j'ai vécu aussi des critiques, des préjugés, des choses comme ça. Ça fait plaisir quoi d'avoir parlé à tous les gens pendant les 2 saisons. La deuxième saison n'est pas encore finie, hein, mais pendant tous les derniers épisodes, ça a été incroyable. C'est une richesse pour moi et vraiment, je pense qu'il faut que je revoie ma vidéo quand je dis comment on parle là où ça fait mal, c'est pour guérir Myriam un peu. Non, mais c'est pour me guérir, mais aussi pour permettre aux autres de s'exprimer. Et c'est vraiment important pour moi qu'il y ait une plateforme, qu'il y ait un média qui permette aux gens oubliés de s'exprimer. C'est mon cheval de bataille, ça va toujours l'être jusqu'à ma mort, hein. Voilà, même si je meurs à 30 ans. Mais non, c'est vraiment important pour moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté avec attention. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé, il devait être filmé, mais il n'a pas pu l'être. Mais j'espère que ça aura reflété au moins mon authenticité, ma simplicité, puis mon histoire. Et puis que vous allez comprendre un petit peu la naissance du podcast On parle là où ça fait mal. Merci aux gens qui m'ont soutenu pendant ma maladie. Je parle de tous mes amis, ma maman, ma famille, et puis même tous les gens que je rencontre et qui comprennent ma maladie, qui me jugent pas, et ça fait vraiment du bien d'être entouré quoi et d'être soutenu parce que c'est très difficile quand beaucoup de gens ne te croient pas ou en fait minimisent ta maladie. Ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, je voudrais dire à tous les gens qui sont en Guadeloupe, aux Antilles, en Guyane, peu importe l'endroit où tu es dans le monde, et tu sais que tu as atteint d'algie vasculaire de la face, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, les gars. Je voulais te dire que franchement, lâche pas. Il y a des solutions. Va voir un médecin qui va demande de voir un neurologue, il va te diagnostiquer. Et en fait, quand tu prends un rendez-vous avec un neurologue, si tout de suite, quand tu lui dis AVF, il te prend, ça veut dire qu'il connaît. Mais si tu lui dis AVF et qu'il te dit en fait, ok, je te donne rendez-vous dans 3 mois comme quelqu'un de normal, c'est que c'est pas un bon neurologue. Enfin, c'est pas un neurologue qui connaît la maladie, donc change de neurologue. Il y a plein de neurologues. Vas-y, cherche un neurologue parce qu'on peut pas rester dans une souffrance comme ça. Et je suis sûre que les gens qui ont l'algie vasculaire de la face, ils comprennent ce que je veux dire parce que c'est vraiment, c'est quelque chose d'horrible qu'on vit. Mais on essaie d'expliquer, mais pour vraiment le comprendre, il faut le vivre comme nous. Mais en tout cas, les gars, lâchez pas, les filles aussi, lâchez pas. Je suis avec vous, nous sommes ensemble, nous sommes une petite communauté d'AVFiens et AVFiennes. Hein. Je sais même pas si ce mot existe, mais c'est moi qui l'invente là. Mais nous sommes une petite communauté et puis on peut réussir. Et c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit être freiné par cette maladie, parce que c'est une maladie de chienne, moi je l'appelle. Elle nous empoisonne la vie, mais en fait, on peut pas la laisser nous gagner. On doit tout le temps se battre contre elle et puis faire ce qu'on a envie de faire, quoi.
Si t'aimes voyager, ben, même si t'as la VF, fais ton voyage. Ça va être plus difficile, mais tu peux pas t'empêcher de vivre pour la maladie. C'est impossible. Et même les gens aussi qui ont des douleurs chroniques, des trucs comme ça, ben les gars, bayadon quoi. Lâchez pas, faites vos affaires, c'est difficile, t'as le droit d'être démoralisé, mais let's go, le lendemain, prends les rênes et puis bayadon quoi. Comme je le disais, ben merci de m'avoir écouté. J'espère que maintenant, tu t'es abonné au podcast, hein? Parce que si tu t'es pas abonné, toi et moi on est fâchés, parce que là je viens de me livrer à toi. Comme vous le savez, je suis disponible partout, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, bref, tous les liens sont dans la description. Abonne-toi, partage l'épisode un maximum pour sensibiliser les gens à l'algie vasculaire de la face et même que les gens qui pensent avoir les mêmes symptômes que moi, ben, ils se sentent plus seuls et qu'ils puissent aller se diagnostiquer. Je vous dis à la prochaine. Bye Adam. Moi j'ai chaud donc je vais boire de l'eau. Pas pétillante cette fois, d'accord? Et puis je vous dis, non je vous dis pas dans un mois parce que tout le mois de février je vais être là pour vous faire découvrir et redécouvrir les épisodes du podcast On parle à ça fait mal. C'est le podcast des sujets tabous. Je vous dis salut et à la prochaine.